La viande végétale est-elle un problème ou une solution? Bonjour, je suis Salomé Robles, journaliste environnement-climat pour BFM TV et bienvenue dans la question météo-climat. Le mois de janvier, c'est le mois du Veganuary. Alors, si vous connaissez son cousin, le Dry January, qui consiste à ne pas boire d'alcool tout le long du mois, eh bien le Veganuary, c'est l'idée d'adopter pendant 31 jours un régime végétalien, c'est-à-dire sans aucun produit d'origine animale. Alors pour ceux qui veulent relever ce défi, il y a quelque chose qui peut aider, la viande végétale. En gros, c'est un produit qui ressemble à de la viande, mais qui pourtant ne contient pas de chair animale. Alors on en a beaucoup parlé ces derniers mois, notamment quand le Parlement européen a adopté une proposition pour interdire l'usage de termes comme saucisse ou steak pour des produits qui ne contiennent pas de viande. Mais malgré tout ça, ces protéines dites alternatives sont en plein essor dans un contexte de prise de conscience environnementale, de prise en compte du bien-être animal ou simplement dans une volonté de végétaliser son alimentation. Pour parler de tout ça, on reçoit François Mariotti. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur, professeur de nutrition à l'AgroParisTech et vous avez travaillé sur ces questions. Alors, ma première question à moi, l'alimentation, elle représente en moyenne un quart de l'empreinte carbone des Français. Pourquoi est-ce que dans ce calcul-là, la viande, elle pèse si lourd? Alors, ce qui pèse, la viande pèse lourd. Ce qui pèse particulièrement lourd, c'est la viande de ruminants, en fait, donc ovins, bovins, caprins. Donc, dans la pratique, le bœuf et l'agneau, pour ce qu'on consomme. Et pourquoi ça pèse? Parce que, pour deux raisons essentiellement, c'est parce que ces ruminants sont des ruminants, donc ils fermentent, donc ils produisent du méthane. Et le méthane est un puissant gaz à effet de serre, voilà, comme vous le savez, 30 fois à peu près le CO2. Et l'autre raison, c'est que pour nourrir ces animaux, on utilise du maïs et on utilise du soja, et du soja qui vient d'Amérique et qui est issu de la déforestation. Et ça, la déforestation, c'est le pire changement d'usage des sols par rapport à l'empreinte climatique, disons. Et donc, ce qui fait entre la viande de ruminant et les autres viandes, on a un rapport d'un facteur à peu près 10, disons. Et si on compare encore aux protéines végétales, on a encore un facteur de l'ordre de 5 ou 10. Donc, on a des grosses différences sur la viande et notamment sur la viande de ruminant. Effectivement, d'après l'ADEME, l'alimentation moyenne d'un Français émet 4 fois plus de gaz à effet de serre qu'une alimentation donc végétalienne. Donc, vous avez commencé un petit peu à l'aborder, mais est-ce que les viandes végétales, donc ces substituts dont on parle, ils sont beaucoup moins polluants que la viande, disons, classique? Alors, en général, oui, nettement moins. Alors après, il peut y avoir des différences, vous l'avez compris, en fonction de ce qu'on remplace et par quoi on remplace. Si on remplace de la viande rouge, de la viande de ruminant en particulier, donc du bœuf ou de l'agneau, bien sûr, ça va être assez flatteur pour le produit de remplacement. Mais au sein des produits de remplacement, il y a aussi des grosses différences selon la composition des ingrédients notamment, alors aussi les procédés, etc. Mais c'est pas forcément ça qui a le plus d'impact, c'est surtout les ingrédients qui composent le substitut qui vont être importants. Si c'est des légumineuses, quoi, par exemple, ça va avoir des empreintes environnementales très très faibles. Et là, on va avoir des différences très importantes en termes de gaz à effet de serre notamment. Il y a de grosses différences en fonction du type de produit de substitut végétal, Ouais, j'imagine. c'est Ouais. ça. En fait, les pires, on a regardé ça, les pires substituts végétaux, disons, vraiment les plus émetteurs, en fait, en termes de gaz à effet de serre, ils se comparent presque avec de la volaille, par exemple. D'accord. Mais si on le compare à du bœuf ou à l'agneau, là, on a des grosses différences. Et encore une fois, si on compare les plus émetteurs, donc du bœuf et de l'agneau, avec une galette de légumineuses, quoi, par exemple, là, on a des différences d'impact énormes, en fait. Et donc même les pires substituts végétaux en termes d'empreinte carbone, ils n'atteignent pas l'empreinte carbone d'une viande de ruminant, justement. Ah bon, ça c'est sûr, oui. Et donc on parle de cet aspect environnemental, mais dans l'alimentation, il y a forcément le côté sanitaire qui prédomine. On sait que par exemple, une consommation excessive de viande rouge ou par exemple de charcuterie peut être mauvais pour la santé. Est-ce que c'est mieux, justement pour ce côté santé, de manger de la viande ou de manger une alternative végétale? Alors, là aussi, ça va varier un petit peu, ça dépend, de ce qu'on remplace et ça dépend par quoi on remplace. Pour la santé, ce qui est important, c'est pas que la viande de ruminant, c'est ce qu'on appelle la viande rouge, donc bœuf, agneau, plus le porc, en fait, qui sont mauvais pour la santé, maladies cardiovasculaires, cancer colorectal, on en a beaucoup parlé. Et dans ce qu'on va remplacer, eh bien, ça dépend si on remplace par un produit qui apporte
certains groupes alimentaires qui sont bons pour la santé et là, il y en a pas mal. Donc il y a les légumineuses, notamment, il y a les produits céréaliers complets, il y a les fruits à coque, il y a les graines oléagineuses, voilà, et il y a les fruits et les légumes. Donc si vous remplacez par quelque chose qui apporte, tout ça, là, vous avez un effet sur la santé qui est très important. On a étudié ça, cette année, en fait, et on a fait paraître un article cette année, où on a essayé de projeter, ce que deviendrait, la santé des Français si on remplaçait toute la viande par des analogues végétaux tels qu'on les constate sur le marché, en fait, une sorte de projection. Et on a estimé qu'on éviterait, 5 000 morts prématurées par an, en fait. Donc c'est quand même assez C'est pas mal. important. Ouais. Mais là-dedans, bien sûr, ça varie beaucoup en fonction de par quoi on remplace, parce qu'on a vu qu'il y avait une très grosse hétérogénéité au sein des substituts végétaux. Donc avec des choses qui peuvent varier d'un facteur 2, c'est-à-dire des choses qui peuvent protéger 2 fois plus pour les meilleurs substituts, D'accord. 2 fois plus de protection de mort évitée que pour les plus mauvais. Parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de steaks végétaux, de viande végétale, on les taxe souvent d'être des produits transformés, voire ultra transformés. Qu'est-ce que ça veut dire et c'est quoi le problème là-dedans? Alors c'est un vaste sujet qui est pas mal débattu. Alors de façon un peu générale, ce qu'on sait, c'est que la consommation de produits ultra transformés dans l'alimentation est associée et même de façon assez déterministe à une altération de la santé. Ce qu'on ne sait pas, c'est exactement le détail de tous les mécanismes. On en connaît, on en suppose certains, on en connaît certains, on en a documenté quelques-uns, mais on a du mal à savoir ce qui s'applique aux substituts végétaux en particulier. Il y a des hypothèses qui disent que, enfin des hypothèses, plus que ça, qui disent que la densité énergétique, la texture, le côté ultra palatable en fait des aliments ultra transformés, c'est ce qui participe à leur surconsommation, à leur effet néfaste. Et tous les substituts végétaux ne se présentent pas avec cette caractéristique-là, donc c'est un peu plus ou moins. Il y a aussi des choses qui disent, du côté des additifs, par exemple, on a des effets néfastes qui sont portés par l'exposition à une multitude d'additifs qui ont des petits effets néfastes sur la santé et qui se cumulent, etc., sur le microbiote intestinal, par exemple. Donc on ne sait pas très bien, dans le domaine des aliments ultra transformés, on a du mal à savoir à quel point ça s'applique, de manière égale aux substituts végétaux et au sein des substituts végétaux, si on peut vraiment supposer que tel substitut végétal est mauvais ou moins bon. Maintenant, après, on peut avoir une sorte de précaution, par principe, c'est-à-dire de dire, bah, on n'est pas obligé d'avoir des substituts végétaux qui soient ultra transformés. Donc on parle de viande végétale souvent parce qu'on dit c'est des produits qui cherchent à imiter la viande, mais ça c'est pas nécessaire. Certains produits ne cherchent pas à imiter la viande, mais simplement à se présenter en substitut à la viande. Et ils sont pas ultra transformés, ils sont simplement transformés et composés d'ingrédients qui sont bons pour la santé. Donc là, il n'y a pas à présager qu'ils puissent être mauvais par ailleurs. Et Et donc puis, ils peuvent oui. avoir ces effets-là positifs que j'ai rapportés. Et puis il faut dire qu'il y a aussi dans les produits carnés, donc qui contiennent de la viande, il y a plein de produits qui sont ultra transformés également. Ah oui, il y a ça aussi, bien sûr. C'est vrai que souvent, on compare avec la viande un peu brute, en quelque sorte, qui est quand même souvent le cas. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des produits ultra transformés, oui. Donc vous expliquez qu'on peut se passer de la viande avec des produits qui ne sont pas transformés, pas ultra transformés en tout cas. Pourquoi est-ce que végétaliser son alimentation, on en parle beaucoup, pourquoi est-ce que c'est si important? Alors, ce qui est important, en fait, c'est pas forcément, enfin, pour la santé, c'est pas forcément de végétaliser en tant que tel. C'est simplement d'améliorer son alimentation. Mais il se trouve que pour améliorer son alimentation, il faut la végétaliser. Parce que ce qui est bon pour la santé, c'est augmenter la consommation de produits qui sont favorables à la santé, de groupes alimentaires végétaux qui sont favorables à la santé. On les a déjà un petit peu cités, les légumineuses, les produits céréaliers complets, les fruits, les légumes, etc. Les fruits à coque. Et diminuer la consommation de produits animaux qui sont mauvais pour la santé. Et là, c'est spécifiquement la viande rouge, en fait. Donc, si on fait ces substitutions-là, eh bien, il se trouve qu'on améliore grandement son alimentation et qu'on la végétalise. Donc, en somme, ce que je dis souvent, c'est que toutes les alimentations végétalisées sont pas bonnes pour la santé, hein. Évidemment, si vous consommez du Coca-Cola, des Oreos et des chips, c'est pas bon Oui, pour la c'est santé, c'est végétal, très mais végétal, c'est pas très bon du tout. Pardon pour les marques. Mais si vous consommez ce qu'on un profil diététique qui ressemble à ce que je viens de vous dire, ben là, on est sûr, par contre, que c'est très bon pour la santé. Donc c'est surtout comme ça qu'on raisonne du point de vue de la santé. Après, pour l'environnement, c'est un petit peu plus simple finalement, parce que plus on végétalise, meilleur c'est pour l'environnement, surtout pour les gaz à effet de serre.
c'est ça qui vous intéresse dans ce podcast. On pourrait discuter d'autres aspects qui peuvent être un petit peu plus compliqués, mais globalement, on peut simplifier comme ça. Voilà. On a un gros avantage aussi, c'est que en fait, ces deux dimensions, santé et impact environnemental, surtout gaz à effet de serre, sont assez bien en accord finalement. C'est-à-dire, on peut trouver des régimes qui sont très bons pour la santé et très bons pour l'environnement, enfin pour le climat en particulier, sans beaucoup sacrifier à chacune des dimensions. Voilà. Heureusement. Oui, ça va dans le même sens, c'est pas mal, c'est pratique. Bah oui. Et justement, sur cette volonté de rajouter du végétal dans notre alimentation, du coup, le sujet de ce podcast, c'est la viande végétale. Du coup, ces substituts, ils peuvent quand même aider à faciliter cette transition pour les consommateurs, justement, en fait, parce que parfois, on veut végétaliser son alimentation, ça veut pas dire qu'on n'aime pas la viande. Donc, ils ont aussi cet avantage-là, j'imagine, peut-être une première étape. Ces Ouais, c'est substituts. ça. En fait, ils ont l'avantage des substituts, c'est-à-dire on peut les utiliser pour faire des changements assez simples finalement dans son alimentation et sans changer le reste, en quelque sorte. Donc on enlève la viande et on remplace par ça. Ce qui évidemment est très facile. Ce qui peut aussi d'ailleurs permettre d'accommoder quand on mange ensemble à plusieurs, certains qui veulent de la viande, d'autres qui veulent pas de la viande. Mais on peut avoir des déclinaisons comme ça faciles et rien du reste ne change. Voilà. Donc évidemment pour les gens c'est très pratique. En nutrition et puis pour l'impact environnemental, c'est assez imparfait évidemment parce que ce qu'on prône davantage, et c'est ce qu'on sait davantage, c'est-à-dire que il vaut mieux avoir des changements un peu complets de son alimentation, des révisions complètes de son alimentation qu'un seul changement, même si on admet que ce changement-là est très positif, voilà, pour la santé et pour l'environnement. Donc oui, la réconciliation, c'est de se dire que c'est peut-être un des premiers pas, qui peuvent en appeler d'autres, et puis mettre les gens dans le bon chemin. Mais c'est pas tout à fait certain, parce qu'on peut aussi penser que ils vont se contenter de ça. C'est une question philosophique en quelque sorte, qu'ils peuvent se contenter de ça et puis s'arrêter là en quelque sorte. Voilà. Et vous en avez déjà un petit peu parlé au début de cet entretien, mais est-ce que, du coup, un régime sans viande, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible d'être en bonne santé si on ne consomme pas du tout de produits carnés? Ah oui, c'est tout à fait possible. Ça aussi, on l'a montré. On peut le modéliser assez facilement, c'est-à-dire identifier des régimes qui apportent tous les nutriments qu'il faut. C'est souvent ça la question. Si on n'a pas assez de viande, s'il n'y a pas de viande, on va manquer de fer, par exemple. Non, on peut très bien avoir des régimes qui assurent tout ça. Sans viande du tout. Alors, sans viande rouge, c'est très facile. Il suffit d'avoir un peu de volaille, etc. Bon. Sans viande totale, disons, c'est aussi possible. Bien sûr, ça ressemble davantage à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire un régime qui fait la part belle à des végétaux qui sont assez denses en termes de nutriments et qui sont bons pour la santé par ailleurs. On parle notamment des légumineuses, des oléagineux, etc. C'est ça, C'est c'est toujours ça? un peu les mêmes, Ouais. légumineuses, oléagineux, produits céréaliers complets, légumes qui sont un petit peu denses en nutriments, comme les légumes verts à feuilles, etc. Donc c'est possible de se passer de viande, mais tant qu'on conserve une alimentation C'est équilibrée. possible, mais voilà, il faut pas juste supprimer la viande et puis manger plus du reste. Voilà, ça c'est la mauvaise façon de faire. On peut avoir une alimentation qui est très bonne pour la santé, qui est très végétalisée, où il n'y a pas de viande pour ceux qui ne veulent pas de viande, où il peut y avoir de la viande pour ceux qui veulent de la viande. L'essentiel pour la santé et essentiellement aussi quand même pour l'environnement, c'est de diminuer les quantités de ruminants pour l'environnement et de viande rouge totale en quelque sorte pour la santé. Après, la volaille, ça peut avoir une place tout à fait acceptable dans des régimes qui sont bons sur ces deux dimensions. Très bien. Merci beaucoup, François Mariotti, et merci à vous d'avoir écouté ou regardé la question météo-climat, le podcast pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le temps qu'il fait et qu'il fera. Abonnez-vous pour ne rien manquer, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire. À bientôt!